Alors nous commençons ensemble un nouvel article qui est nommé ici, comme vous le voyez, pour les réhébraïsations du peuple juif. C'est un article, comme vous voyez en bas, qui est publié dans Le Monde Sephara. Nous sommes en 1982, les Minyanam. D'accord? On va essayer de comprendre un petit peu cette problématique-là. Et il me semble, encore une fois, j'ose m'avancer, mais que c'est aujourd'hui tant que nous n'avons pas résolu cette problématique-là, eh bien, il est indubitable que nous nous préparons, j'ai envie de dire, à la prochaine guerre, qui n'est pas encore finie d'ailleurs. C'est pas possible. D'accord? Ça, c'est évident. Non, mais encore une fois, la guerre n'est pas finie. À partir du moment où on n'a pas conquis Gaza, la guerre n'est pas finie de toute façon. Mais malheureusement, les choses elles sont beaucoup plus complexes que ça en interne. D'accord? Nous passons clairement dans une mutation nouvelle d'identité israélienne, ce qui n'a pas été le cas pendant 20 ans. Si on prend, comme j'aime à le rappeler, la population israélienne il y a 20 ans avec le Gush Katif, où, hélas, j'ai pu moi aussi participer aux différentes manifestations, et le peuple aujourd'hui, nous ne sommes pas dans la même dimension. Vous avez une mutation extraordinaire dont nous devons être, encore une fois, éveillés à elle. Maintenant, il y aura quelque chose de très important pour commencer. Dès que l'on parle d'identité juive, il faut préciser que tant l'Ashkénaze que la séfarade sont deux identités constituées et secondarisées même dans le cas de la judaïcité séfarade, dans l'exil. Il m'importe dès à présent de rappeler trois termes dont nous allons évidemment essayer de réfléchir. Vous avez la judaïcité, vous avez le judaïsme et vous avez la judéité. Ce sont trois termes distincts qu'il va nous falloir essayer de bien saisir pour voir où on en est justement aujourd'hui. Mais ce qui est indubitable, c'est que, comme il est bon de le répéter, il y a encore une génération ou deux, quand eh bien, un juif ashkénaze se mariait avec une juive séfarade, ou l'inverse, alors on déchirait le vêtement. D'accord? Il n'y a pas si longtemps que ça, pour vous dire à quel point c'est pas si vieux que Comme ça. si on était en deuil. Quand mon beau-père, quand mon épouse est venue faire le Shirut Leumi dans le Nord, il y a quelqu'un qui a dit à mon beau-père, tu n'as pas peur qu'elle te ramène un Frank? Frank, ça veut dire c'est un séfarade. D'accord? Et mon beau-père a répondu, j'en serais ravi. Et il n'a pas eu le choix parce que voilà, c'est mort. D'accord? Mais le fait est, c'est que vous avez cette réalité-là. D'accord? C'est-à-dire qu'on s'attache, c'est ce qu'il est en train de dire. Deux identités constituées. On peut, encore une fois, chacun à son niveau, et je ne vais viser personne. Non, non, c'est pas fini, c'est loin d'être fini encore. On peut viser, encore une fois, on peut essayer de se dire, ah non, mais c'est eux, c'est les autres. Encore une fois, combien de fois il m'est arrivé de le répéter et de le re-répéter. À Botaï, il m'est arrivé de le répéter énormément de fois. Il est tunisien, mais il est très sympathique. D'accord? Oui, voilà, bon, t'as compris. D'accord? On est, encore une fois, dans cette réalité qui est totalement, il faut se rendre compte quand même de l'abjection du problème, ni d'un côté, ni de l'autre. Ce sont des identités qui se sont constituées, comme il est dit, et qui ne sont pas inhérentes, a priori, à l'identité juive. Et encore une fois, replacez-vous dans le contexte de la distinction entre les juifs qui viennent de la diaspora et les juifs qui sont installés en Israël. D'accord? Vous avez une nuance essentielle. Mon fils aura beau dire, à juste titre, et il le dit, sans honte, sans rien du tout, que son rite est séfarade, en l'occurrence est tiarétien, oranais, et il prie et il lit la Torah selon le rite oranais, sans en sentir la moindre faiblesse ni d'un côté ni de l'autre, mais honnêtement, il a quand même pas une tête franchement basanée. Non, il est tout blond. D'accord? Il a des périodes blondes avec des yeux verts. Comme juif d'Algérie, il ne pense pas tout de suite. Bon, c'est vrai qu'évidemment, c'est un mariage mixte, donc automatiquement. Ah voilà. Mais vous comprenez qu'il y a déjà ce postulat-là. Mais surtout, ce qui est important, c'est la capacité, bien évidemment, à dépasser cette écorce, et malheureusement qui a tendance à s'accrocher, dans le mauvais sens du terme, à prendre une mélopée ashkénaze, séfarade
on s'en fout. Par contre, le fait que ça prenne une dimension identitaire qui prend le dessus sur l'autre, d'accord? Cela est un vrai problème. Il est évident que les problèmes posés par la rencontre entre ces deux grandes bifurcations de l'exil des tribus d'Israël sont différents de nature si on les situe en diaspora ou en Israël. Comme on l'a indiqué, évidemment, ça ne prend pas le même sens. Mais ce sont deux mutations, deux bifurcations. Il est important ce que va nous rapporter Manitou, justement d'un point de vue historique, où elles ont commencé. En diaspora, le problème est celui de la perpétuation de l'identité juive, c'est-à-dire celui de la relation au judaïsme dans les trois dimensions définies par Albert Memmi. Qu'est-ce qu'on appelle chez Albert Memmi ces trois dimensions, surtout que lui est mal placé pour en parler, mais il a compris quelque chose? Eh bien, c'est ce que j'ai dit sur le judaïsme, la judéité et judaïté et judaïcité. D'accord? On va y revenir dessus de toute façon. Ce qui est intéressant, c'est que comme il s'adresse à un public francophone, donc il parle d'un auteur connu, alors que bien avant lui, il y a un grand maître qui avait déjà posé des problématiques du judaïsme d'exil et des forces qui ont été coupées, qui ont été séparées, à laquelle il nous faut rattacher. Il n'est pas très connu, il s'appelle le Rav Avraham Srak Cohen Kook. Il n'est pas très connu. Oui. Qui était, comme son nom l'indique, évidemment, qui lui aussi venait d'Algérie avec un beau Streimel, mais empêche qu'il a mis en évidence ce rapport-là, c'est-à-dire que vous avez un rapport à l'humain, vous avez un rapport à la sainteté, à l'expression de sainteté, le Kodesh, et nous avons un rapport à la nation, le nationalisme. Et a priori, ces trois forces-là, il le dit dans le roi d'Israël, j'ai retravaillé là-dessus parce que ça m'intéresse à chaque fois, eh bien, il y a trois forces qui doivent être réunies. Sauf que quand on a été en exil pendant 2000 ans, automatiquement, ces forces, eh bien, se sont séparées. Et donc, la problématique, c'est que justement, quand nous allons revenir en Eretz Israël, certains, on va dire, certains êtres dits spirituels, dits religieux, pour reprendre cette expression que je n'aime pas, eh bien, vont se mettre en porte-à-faux vis-à-vis de l'identité de la nation, le sionisme. Moi, je suis rattaché à la Torah, mais ne me parle pas du sionisme de l'État d'Israël. Ne me parle pas de l'armée. Vous en avez d'autres qui vont dire, non, nous, on est pour le genre humain, la réparation du genre humain, mais ne me parle pas de Torah. L'universalisme. Et d'autres vont être profondément animés par cet esprit de nation, en négligeant que la nation prend tout son sens vis-à-vis de la Torah, et tout en étant profondément nationaliste au nom de la Torah, il y a une volonté de réparer, encore une fois, le monde. C'est un triangle qui est indissociable l'un de l'autre, et comme malheureusement, eh bien, il y avait une crainte de l'implosion, donc automatiquement, il a fallu partir en exil. Mais quand nous revenons chez nous, eh bien, il est impératif de bien saisir que ces trois pôles-là sont indissociables l'un de l'autre. Vous allez entendre, on parlait tout à l'heure de la culture et même de manière générale, vous allez entendre, et vous avez déjà entendu certains propos parfois que je tiens, je suis un fasciste fou d'extrême droite fanatique. Oui, c'est vrai. Mais d'un autre côté, on va entendre des propos que je vais tenir, ah non, mais tu es mélanchoniste, que Dieu préserve. Parce que justement, il y a une ambivalence de trois forces qui sont indissociables l'une de l'autre. Et puis, je vais un petit peu vous titiller. J'ai dit ça il n'y a pas longtemps, justement, à un certain nombre d'élèves. Vous prenez David Ameller. David Ameller, le chantre qui écrit les Teilim, eh bien, quand il se bat avec Goliath, il lui tranche la tête et il se promène avec la tête de Goliath dans tout Israël. Quelle est la différence entre David et un nazi? La question, elle doit être posée. Puisqu'on attend le fils de David. Donc on attend celui qui est capable, alors je ne dis pas qu'il faut le faire, tout capable de mettre automatiquement cette manière-là, mais on attend quelqu'un qui est en mesure de prendre la tête de Mahmoud Abbas Et se promener avec. et de se promener avec. C'est de ça qu'on parle. Donc la question, elle est importante. Qu'est-ce qui nous différencie des nazis? La question en tant que telle, elle est abjecte. Mais il nous importe de bien saisir la nuance essentielle.
le monde a été façonné par Akadosh Baruch Hu, et notre objectif n'est certainement pas d'être cruel, mais de détruire le mal. Et le mal est objectif. Mais quand on est encore enfermé dans un carcan d'exil à dire non, mais je suis Ashkénaze, ça veut dire tu es allemand, puisque Ashkénaze signifie dans l'exégèse traditionnelle, ça veut dire d'Allemagne. Quand je suis séfarade, je viens d'Espagne, même si après je viens d'Afrique du Nord, mais la première origine, c'est une origine espagnole. Vous avez ici deux contrées qui peuvent s'enorgueillir d'avoir été les deux contrées les plus cruelles à l'égard du peuple juif. Et on a l'impudence de dire non, non, je suis séfarade, je suis ashkénaze. Traduction, je suis nazi, je suis torquemada. C'est ça qu'on est en train de dire. Il y a quelque chose de totalement tordu et abject en tant que tel. Non, je viens de Jérusalem. En ce qui me concerne, je viens de Jérusalem depuis 2000 ans et je reviens à Jérusalem. Mais c'est Louis, mais c'est exactement ça. Voilà. Ah ouais. Il y a une chose que je ne comprends pas parce que dans notre Torah, il est prédit qu'on doit accepter les lois et du pays où on se trouve. Non, ça n'a rien à voir. C'est une très bonne remarque, mais ça n'a rien à voir. Nous parlons, d'abord, il y a, c'est une remarque à laquelle j'ai souvent répondu. Il y a, quand on vit dans un pays, quand on n'y est pas massacré, d'abord pour commencer, il y a une légitimité et une demande à respecter les lois tant qu'elles ne viennent pas en concurrence avec la Torah. Comme Baruch Hashem, nous le savons tous, en France, grâce à Dieu, il n'y a pas d'assimilation et les Juifs ont toujours gardé leur identité juive digne de ce nom. C'est pour ça, Baruch Hashem, que, grâce à Dieu, aujourd'hui, tous les Juifs ne pensent qu'à une seule chose, notamment de France et d'Angleterre, c'est de revenir en Eretz Israël, puisqu'ils savent qu'on est chez nous à la maison. Donc, Baruch Hashem, on voit à quel point ça marche. Et Arthur, pour ne pas le nommer, grand Arthur. Et puis, à côté de cela, il y a un petit détail intéressant et croustillant, c'est ce que dit un violon sur le toit, dans cette pièce que j'adore, il y a un moment donné, il y a le Rebbe du Shtetl qui fait une bénédiction sur le tsar russe. Tsar, on bénit la République française, les papes. Et en plus, c'est marrant parce que c'est le tsar. Vous comprenez que le tsar et cette ambivalence hébraïque et russe, tsar, c'est le tsar, mais c'est aussi tsar. Il va nous embêter. Et le Rebbe du Shtetl, il dit, je le connais en hébreu, le film, peu importe, que Dieu bénisse le tsar qui reste toujours très loin de nous. C'est exactement cela. La bénédiction qui a été fixée pour le pays dans lequel nous étions accueillis n'a qu'un seul objectif, qu'on ne soit pas massacré dans un pogrom. Et c'est devenu quelque chose d'antinomique, où maintenant, quand un juif dans une communauté dit, mais tu vois, on bénit le pays dans lequel on est, mais tu n'as rien compris à une bâtée de ta mère. Tu bénis pas le pays pour l'honorer, tu bénis le pays parce que d'abord il te fait une grâce extraordinaire, parce que tu habites chez eux, et t'aspires qu'à une seule chose, c'est retourner chez toi au moment opportun. Mais nous savons tous, bien évidemment, combien nous avons été heureux, comme j'aime à le rappeler, combien nous avons été heureux en Algérie, au Maroc, en Tunisie, tellement heureux Qu'on a foutu le camp. Tellement heureux. C'était une époque. Mais de quelle époque tu parles? Tu parles de 100 ans maximum. Mais tu parles de 100 ans maximum. Oui. Ce n'est pas une époque. Pendant 400 ans, le sultan, il a infligé aux communautés juives, aux juifs, de mettre pas l'étoile jaune sur le vêtement. Non, au fer chaud, de mettre sur le corps, de mettre l'étoile de David gravé sur le Cherchot. Et les pogroms de Sétif en 1945, c'est une invention? Ah, Sétif, Ben, en fait, Parce que le juif, malheureusement, il a une tendance à oublier vite. les jeunes, on ne sait pas. Ah, voilà. Mais d'abord, t'as vu comment on n'oublie pas vite, nous? Et on devait descendre du trottoir. On a eu les otages qui sont revenus à la maison. Oh, quelle joie extraordinaire! Vraiment, Trump, tu es beau, tu es génial. Moi, j'ai un problème parce que j'ai Kfir Bibas qui est là, j'ai Ariel Bibas qui est là, j'ai la famille Fogel qui est là. De quoi on parle? Ashkenaz, c'est Farad. Ah, l'Allemagne, ah, meine Liebe, mein Freund.
D'accord? Le retour en Eretz Israël sollicite et exige une réalisation de l'être juif. Est-ce que ça veut dire qu'on doit pas aimer le caprice de Dieu, des dieux de Dieu? Ça, non. Mais la question de savoir, c'est en réalité, je n'aime pas Israël parce qu'il n'y a pas le camembert président. Ou le meilleur président. Faut pas, comme tu as dit. Ouais, Sauf c'est que, vrai. et tu sais très bien en plus de qui je parle, eh bien, j'ai un oncle qui est décédé, si on peut appeler encore un oncle, peu importe pour le comportement qu'il a eu, qui, une des problématiques qui est assez fascinante, qui n'aimait pas Israël, parce qu'il y a quand même l'esprit culinaire qu'on a connu en France, alors qu'il était marocain à la base, pour la culture française, qui fait que la mentalité israélienne est insupportable. Et tu sais de qui je parle? Oui, ben oui. Ben oui. Le Maria Esther. Voilà. Parmi les nombreuses bêtises Il y avait pas de qu'il a fromage. pu dire dans sa vie, il y a lui. Et Albert Memmi, qui est décédé il n'y a pas très très longtemps, il était très problématique dans son identité juive. Par conséquent, le problème de la rencontre ainsi que de l'avenir de ces identités d'origine juive se pose de manière différente. Je répète, quand on est en exil, quand on est en Gola, pour le coup, et quand on est en Israël. Pourquoi? Parce que pour un juif qui vient justement d'Afrique du Nord, ou de Pologne, ou Ashkenaz, que vous voulez, qu'est-ce qui reste de son judaïsme en dehors d'Israël? Si vous lui enlevez le kugel, si vous lui enlevez le gefilte fish, si vous lui enlevez le couscous de Mémé Fortinu du vendredi soir, il n'y a plus de judaïsme. Ouais, c'est du traditionnalisme. Je répète, C'est tu as vrai. très bien dit, il n'y a plus de judaïsme. C'est un C'est- judaïsme qui est vécu à l'échelle folklorique. Tu sais qu'en Tunisie, eh bien, puisqu'ils prônent à Djerba notamment, qui sont les pierres du Beth Amikdash, ce qui n'est pas sûr historiquement parlant, mais peu importe, ils sont très pointilleux de faire toutes les lamentations de Jérémie et ils mettent ça sur YouTube. Regardez comme c'est beau, on a gardé les us et les coutumes. Et vous vivez où? Moi, à Sukkot, je suis monté sur le mont du Temple et je fais le Hallel complet avec Shacharit complet. De quoi on parle? Il y a un décalage. Vous êtes en retard. L'histoire, elle avance. Mais ce qui nous reste du judaïsme, c'est ça. Le couscous. Et c'est dramatique. Mais c'est ce qui préserve l'identité juive, malheureusement, en dehors d'Eretz Israël. C'est un folklore, c'est une histoire, c'est un musée. Mais par contre, je voudrais quand même te dire une Et attends, chose. excuse-moi. Et dans la puisque je viens placer pour le parler, pour en parler en l'occurrence, puisqu'on a des origines, n'est-ce pas, d'Algérie française, il n'y a pas de bar mitzvah. Je vous rappelle quand même. Et la communion. Il n'y a pas le brit milah, il y a la circoncision. Alors, Il on n'y a, appelle ici à il y a pas Hanouka ou même Hanouka. Il y a le Noël des Juifs. Ça, je l'ai entendu. Comment je vais dire une chose? Est-ce qu'on peut être sûr que la deuxième génération sera comme nous? La deuxième génération qui va venir, qui sont nés en Israël, sont devenus des Israéliens. Ils sont ni pieds noirs. D'abord, ni la pieds génération, etc. justement, on a montré cette nuance essentielle entre les gens qui vivent encore en dehors d'Eretz Israël, c'est ce que nous dit Manitou, leur manière d'aborder cet esprit communautaire ou cet esprit identitaire, et la manière dont on l'aborde en Israël. En dehors d'Israël, il y a un aspect, on va dire, folklorique, historique. En Israël, on va le voir dans quelques minutes, il y a un aspect sociopolitique qui a aussi une importance, mais on va voir comment c'est diffusé. Ce qui est indubitable, encore une fois, c'est que la jeunesse qui va grandir en dehors d'Israël et la jeunesse qui va grandir en Israël n'est pas la même jeunesse. D'accord? Et j'ajoute sur ce point que la jeunesse, et c'est aussi dépendant énormément de l'aspect pédagogique des parents, de ce qu'ils vont lui transmettre. Ça veut dire que si effectivement, en dehors d'Israël, on est séfarade, on est ashkénaze, on transmet cet aspect culturel ashkénaze ou séfarade à nos enfants, avec cet esprit, je répète, folklorique, historique, l'enfant va automatiquement, puisqu'on est dans un monde moderne, va estomper cet esprit automatiquement. Mon grand-père faisait Shabbat, mon père, c'est une expression que je vise personne,
Mon grand-père fait le Shabbat, mon père fait le Kiddush, moi je mange du porc. D'accord? C'est aussi simple que ça. Et malheureusement, j'ai trop de preuves à l'appui pour démontrer ce que je dis. Ou alors, à l'inverse, eh bien, c'est pas parce que mon grand-père faisait Shabbat, c'est parce que Shabbat est quelque chose de vital. On est dans un autre esprit. Vous n'imaginez pas le nombre de fois, comme malheureusement j'aime à le rappeler, que ce soit en Israël, d'ailleurs, ou des gens qui sont francophones, vous n'imaginez pas le nombre de personnes à qui j'ai pu dire que mon fils est rentré dans ce qu'on appelle une yeshiva ktana, et le fait d'étudier du Kodesh toute la journée pendant 3 ans, eh bien, vous n'imaginez pas le nombre de gens qui a pu me dire, mais il n'étudie pas d'autres choses. Ah oui, les matières. Mais vous vous rendez compte de la place qu'on a donnée à la Torah? Alors, assurez-vous, il fait le bac maintenant. Mais je vais plus loin dans mon raisonnement. J'ai enseigné cette semaine dans un collège, j'enseigne dans un collège qui n'est pas religieux, et j'aide pour aider un enfant, un adolescent qui a besoin d'aide, etc. On parle d'histoire. Il étudie l'histoire, et en l'occurrence, l'histoire des sciences, Copernic, Galilée, et c'est un Israélien, jeune adolescent israélien qui étudie Copernicus, Galiléo, hein, et l'intervention de la culture chrétienne qui va s'opposer à Copernic et à Galilée, très bien, et pour que la chrétienté puisse démontrer, justifier son opposition, elle s'est servie du verset de Yahushua qui est écrit dans le livre en hébreu, et voilà, chrétienté, Copernic, Galilée et Newton. Allez, soyons gentils. J'ai posé la question à la directrice de l'école, qui, à mon grand bonheur, est totalement d'accord avec moi, et c'est un fait établi dans l'éducation israélienne, qui est totalement tordu. J'ai demandé, mais je n'ai pas compris. On a besoin de la chrétienté pour nous citer le livre de Yahushua. Je n'ai pas compris. On prie Copernic, Galilée, la chrétienté. Il est où le Maharal? Celui qui est le pionnier de la Torah, de l'astronomie, Kepler, s'est basé sur les enseignements de Tirou-Aryeh et de Rav David Gantz, élève du Maharal de Prague. Il est où le Rambam? J'ai besoin des goïms pour m'expliquer ce que nos maîtres ont produit de manière extraordinaire. J'ai aucun problème à étudier Copernic et Galilée, mais qu'on sache qui nous sommes nous. Et alors, en parallèle avec cela, j'ai demandé à ma femme, dis-moi, les enfants, ils ont étudié comme ça? Non. Qu'est-ce qu'ils font les enfants dans les écoles dites religieuses? Pas où il est mon fils, mais je parle des écoles normatives religieuses. Eh bien, on étudie le Moyen-Âge et hop, on passe à la Shoah. Ça veut dire qu'on n'étudie même pas Copernic, Galilée, etc. Parce qu'on ne va pas se frotter à cette problématique de chrétienté, donc on passe ailleurs. Ah bon. Mais c'est totalement tordu. Quand est-ce qu'il y a un ministre de l'Éducation qui va taper du poing sur la table et qui va dire ça suffit? On a des gens qui sont extraordinaires et on ne les connaît pas. Le spectre lumineux, les 7 couleurs, parce qu'il y en a 5 qui sont visibles, ceux qui ne sont pas visibles. Le spectre lumineux, sur quoi il se base? Il y en a 7 couleurs. Mais quand on est un juif traditionnel, on sait sur quoi il se base. C'est l'exégèse traditionnelle, c'est Maaseh Bereshit. Réhébraïsation, d'abord, je ne vais pas mettre de faire de digression, mais la réhébraïsation ici que parle Manitou, c'est au niveau identitaire, mais je me permets d'ajouter un niveau supplémentaire, la réhébraïsation au niveau culturel. On n'a pas été des singes pendant 2000 ans. Mais c'est ça. Bien sûr, mais c'est tout à fait. Mais là, il ne va pas s'étendre là-dessus, mais c'est quand même cohérent ce que je suis en train de vous dire. On revient en Israël. Et encore une fois, vous savez pertinemment au niveau sémantique, au niveau sociologique, que, et je dis ça encore une fois avec aucun mépris, une des grandes difficultés que nous avons autour de cette table, notamment, pas que, c'est l'hébreu. Quand on réintègre la langue hébraïque, on réintègre notre culture, notre modèle culturel. Alors, c'est pas grave qu'on parle le français, encore une fois, comme véhicule social, mais qu'on soit conscient que c'est un profond regret, si je puis dire, a priori, de ne pas connaître notre langue nationale. Vous voyez bien à quel point l'assimilation, elle a pris le dessus. Mais, encore une fois, tu as tout à fait raison, c'est pour ça que je ne disais pas par mépris. Mais il y a une nuance. Tu sais, entre, justement, la mère de ma grand-mère, il y a un truc assez génial.
qui s'est perdu. À savoir, ma grand-mère, elle parlait énormément de langues. Elle parlait le turc, elle parlait le ladino, d'accord? Mais, Et elle parlait très mal le français. si, quand elle Non, parlait non, des concombres, d'accord? Des concombres. Elle parlait mal le des français. concombres. Eh bien, je vois ça comme une bénédiction. Parce que quand tu parles mal le français, tu as toujours un sentiment d'étrangeté à l'égard du pays dans lequel tu es. Elle a vécu en France, mais elle a vécu en Égypte, elle a vécu... Elle parlait même le grec. L'arabe égyptien. Dans quelle communauté aujourd'hui on va lire Khadgadia en arabe, en ladino, en yiddish? Non mais, mais bien sûr. Mais parce qu'il y a un rapport justement qui est important au niveau identitaire, mais que malheureusement on a gommé. Alors, où on l'a gommé pour des bonnes raisons, c'est parce qu'on revient chez nous, donc on réintègre l'hébreu, ou malheureusement on l'a gommé pour des raisons justement de négligence identitaire, de négligence culturelle. Comme on a dit, la communion. Mon père faisait la Gada de Pessar en ladino. Je me rappellerai. Il faisait ça en ladino. Dispersé quand même. Et le dispersion n'est pas un problème en tant que tel quand on n'a pas oublié qui nous sommes. Et c'est ça la problématique. On a été marqué par les pays où on... Exactement, C'est un exactement. paradigme. Tout à fait. Si on parle français, on a le paradigme C'est occidental où ça va être légaliste, où ça va être. On parle d'amour, on ne sait pas parler spirituel. Mais après, il y a une influence culturelle, il y a une influence identitaire. Je t'encourage, pour le plaisir, à aller écouter un des derniers discours qu'a fait Éric Zemmour sur la chrétienté. Bah, tu comprends où est le problème. Tu comprends où est le Ah bah problème. lui, il est en train de réhabiliter Mais- les chrétiens. Mais il a raison. La France est un pays chrétien. Il faut pas. Non, mais la France n'est pas un pays chrétien. Si, la France est un pays chrétien. Effectivement, il veut défendre la France parce que Bah, le pape Mais dit il que dit c'est la quelque première chose qui est fille. vrai. Mais il dit quelque chose qui est vrai. Ce qui est scandaleux, c'est quand un juif dit mais non, je suis français juif. bon, Il faut que ce soit Moshe qu'il passe à la place de Exactement. Exactement. Ça s'appelle Moshe. En plus. Qui c'est bon chez Bon, mais c'est pas Moshe Rabbeinu non plus. Allez, en galop. Tous les gars, ces identités, je reprends. Par conséquent, le problème de la rencontre ainsi que de l'avenir de ces identités, regardez la remarque de Manitou, d'origine juive, se pose de manière différente. En Galoute, il est de caractère artificiel. En Israël, il est sociopolitique. On n'existe plus en dehors d'Israël, sinon en tant que juif d'origine ou d'origine juive ou d'origine séfarade. Mais c'est du vent, c'est factice. Je vous dis, si le Shabbat commence à se termine au couscous, c'est factice. ils pratiquent beaucoup, ils étudient. Oui, mais on est à quel niveau? Au niveau spirituel. Au niveau spirituel, au niveau religieux, au niveau de la piété, au niveau de la bigoterie. Et c'est un scandale. Ouais, ils prennent du couscous devant. C'est un scandale. Encore une fois, on a le droit de manger du couscous quand on veut, c'est pas ça la question. Et c'est de la bigoterie. D'accord? Encore une fois, il y a une question que j'ai souvent posée dans différentes interventions, mais qui me fait beaucoup rire à chaque fois. Est-ce que. Voilà, je vais dire autrement. Il y a, je me rappellerai toujours, il y a une époque où j'avais fait, il y a une année où j'avais fait une série de cours à la Yeshiva, là où j'enseignais, sur l'écologie. Et j'ai dit aux élèves, nous allons parler aujourd'hui d'écologie. Et bien, il y a un élève qui arrivait fraîchement de France, il a cru que je rigolais, il a cru que c'était une blague, parce que on est en Yeshiva, donc on parle de Torah, donc on ne parle pas d'écologie. Je lui dis, mais tu sais que un des premiers midrashim qui apparaît dans la Torah, qui apparaît dans les textes traditionnels, met en évidence, et on a tout un traité dans la Gemara Baba Batra, on a tout un traité qui parle de la valeur de l'écologie. Quand on a vécu selon le prisme influencé par la culture ou chrétienne ou musulmane, pas une seule seconde on s'interroge sur différents domaines sociétaux qui intéressent la tradition juive, qui intéressent la Torah. Sauf que dans la cohérence de la tradition juive, on aspire, en tout cas, on n'y est pas encore, mais on aspire quand même à la base à ce qu'il y ait un Sanhédrin. S'il y a un Sanhédrin,
vous comprenez qu'il n'y a pas une nuance, il n'y a pas une notion qui n'intéresse pas le Sanhédrin, puisqu'on met en place une société hébraïque, donc y compris l'écologie, donc y compris la prolifération des chats, donc y compris la problématique économique. Quelle est la justice sociale selon la Torah? Ce sont des choses extraordinaires et essentielles. Mais quand on a vécu le judaïsme, je répète, sous son angle identitaire, individualiste, automatiquement, on n'a pas saisi la valeur de monter en Israël et la valeur bichlal de la société hébraïque qui se reconstitue. Faut-il une mezouza pour y construire une maison ou faut-il une mezouza pour y mettre une maison? Ben, vous avez deux tendances. Vous avez celle qui veut dire non, il faut une maison, mais quand il y a une maison, on va mettre une mezouza. Puis il y a d'autres qui va dire non, mais comme il faut une mezouza, donc il faut qu'on ait une maison. En réalité, les deux se plantent royalement. Parce que l'un est indissociable de l'autre. Ça, Pourquoi il parle d'identité secondarisée dans l'Église? on va y revenir. On va y revenir, il va en parler par la suite. En Galoute, il est de caractère artificiel. À la nation hébraïque, détruite il y a 2000 ans par Rome, a succédé le peuple dispersé au sein des autres nations. Dès lors, et déjà à la suite de la destruction du premier temple, la dispersion juive se connaît comme provisoire, dans une stratégie de survie. Pourquoi? Parce qu'il nous a été clairement assuré pendant 70 ans qu'au bout de ces 70 ans, nous reviendrions en Israël. D'accord? C'était énoncé. Par qui? Par le prophète, déjà. Parce que le peuple avait suffisamment de mérite qui fait qu'il a eu le privilège de savoir quand est-ce qu'il revient. Mais ça a suscité des controverses entre Balthazar, le Tchatsar, entre Cyrus, etc. Et entre Achashverosh, bien évidemment, avec l'événement de Pourri. Mais en tous les cas, eh bien, nous avions déjà dans l'espoir de revenir. Sauf qu'au bout de ces 70 ans, c'est pas énorme, 70 ans. Malheureusement, la majorité ne sont pas revenus. Parce que la Géoula, justement, ne ressemblait pas à celle à laquelle on aspirait. Elle a duré si longtemps que les Juifs ont fini par croire qu'elle existait en soi, alors que ce n'était qu'une donnée conjoncturelle entre deux temps hébraïques. Comme dit Rabbi Yehuda Halevi, Shana Abba Beirushalayim, qu'on dit à Pessah, pata, 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 pata. Allez, on a bien fait le Seder, on a fini le Seder, Baruch Hashem. C'est rare, Baruch Hashem. Dans un cours que j'ai fait justement à Naria il y a quelques années, j'ai expliqué aux gens, vous savez qu'a priori, ce qui est censé être au cœur, au centre de notre table du Seder, qu'on ne fait a priori ni à Netanya, ni à Haïfa, ni à Akko, mais à Jérusalem, c'est un agneau entier. Quand j'ai dit cela, il y a une personne qui m'a dit, on n'est pas comme les Arabes. Je fais d'abord, non, on n'est pas comme eux, c'est eux qui sont comme nous, comme on sait, maladroitement comme nous. Et ensuite, on s'est tellement habitué à ce que ce soit la matzah qui soit au cœur de notre table, qu'on a presque oublié que la mitzvah à la base, c'est Pessah, donc l'agneau. Vous voyez comment on s'est habitué à des réalités absolument grotesques? C'est exactement cela. Ce qui était conjoncturel est devenu normal. Mais on ne peut pas tous monter en Israël, à raison. On ne peut pas tous rentrer à la maison non plus. On est quand même bien chez Paul et Mahmoud. Ben oui. Le couscous, c'était pas mauvais. Surtout que dans quelques temps, il n'y aura plus de Paul, il n'y aura que Mahmoud. Ça, c'est Ouais. évidemment vrai. Il y aura Jean Mouloud. Il y aura Jean Mouloud. D'accord? Mais c'est ça. Entre deux temps hébraïques. On est à Purim. Tout le monde est en train d'encenser, comme j'ai dit tout à l'heure, encenser Cyrus, Trump, n'est-ce pas? Mais il ne faut quand même pas oublier que c'est très sympathique. Mais c'est Cyrus. C'est pas David. C'est trop. Donald. D'accord? Oui, mais il faut savoir de quoi on parle. Parce que quand les Juifs ils ont encensé Cyrus, qui s'est rétracté par la suite, pire que ça, j'aime à rappeler malheureusement, quand on a frôlé Auschwitz en Perse, grâce à Haman, après cet épisode, on pourrait se dire, attends, avec la Shoah, on a failli avoir la Shoah. Les Juifs se réveillent, on prend nos valises, on se casse. Non, 5 personnes sont parties, dont Mordechai. Ça s'est calmé, on a reposé les valises. C'est bon, Le Pen n'est pas passé.
Maintenant, c'est plus des logus et. Aujourd'hui, en C'est effet, grave, c'est la ça. nation Donc, hébraïque ça veut est dire que restituée. automatiquement, les Juifs ne viendront pas tous. Non, c'est pas qu'ils viendront pas. C'est que malheureusement, ils ne comprennent pas l'importance d'abord et avant tout de rentrer à la maison. Aujourd'hui, en effet, la nation hébraïque est restituée. Ça y est, la nation hébraïque est restituée. C'est un fait établi. Dans le Je te dis quelque principe, chose, on n'arrive pas à vendre nos affaires, on n'arrive pas à vendre notre boutique, on n'arrive pas à vendre mais nos il y a trucs. des années, on pouvait le faire et ça devient de plus en plus compliqué parce que justement, on ne saisit pas l'opportunité qui a été la nôtre il y a 80 ans. Je ne veux pas être méprisant, mais il y a Manitou qui avait dit les Juifs d'Afrique du Nord paieront le prix de ne pas être montés en Israël quand ils le pouvaient. Ils ont tout abandonné. D'accord? Oui, mais ils ont tout abandonné, mais sauf qu'ils ne sont pas partis en Israël, ils sont partis à Marseille, puis à Paris. Quand on a quitté l'Algérie, une main devant, une main derrière. Il parlait d'un ami à lui qui n'arrivait pas à vendre sa résidence secondaire. Oui, Et il disait, c'est pire que les rideaux de fer, en fait. C'est bien plus sûr, pernicieux. on est en plein. C'est plus pernicieux. Et puis les gens pensent que de toute façon, on est en exil, on est juif. Voilà, L'identité d'exil, elle appartient à Israël. conjoncturel, exactement. Voilà, ça. De toute façon, les Arabes, ils leur disaient, il paraît, aux pieds noirs, t'achètes pas ta maison parce que je vais l'avoir gratuitement bientôt. Mais il y a pire que ça. Mais il y a pire que ça, Rabotaï. Après, Rabotaï, il y a pire que ça. Après la guerre des 6 jours, il faut avoir en tête, et c'est vraiment pas une anecdote vaine, après la guerre des 6 jours, le moufti de Jérusalem, Marshema Wezecho, a dit, on sait pertinemment que vous allez construire le Beth Amikdash, mais est-ce que vous pourriez, il dit ça à Moshe Dayan, pirate, est-ce que vous pourriez ne pas détruire la mosquée, juste la déplacer? La réaction de Moshe Dayan a été exceptionnelle puisqu'il a donné les clés aux Jordaniens. Oh là là, c'est bien. D'accord? Quel ressort. Alors, elle est belle ou elle n'est pas belle? Un héros de guerre. Ils savent que vous allez construire le Beth Amikdash et nous on dit non, 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 non. Le statu quo. Ben voilà. Vous voyez qu'on a du mal à en sortir. Dans le principe, par la réussite du mouvement sioniste, dans son objectif socio-politique, l'État juif, c'est-à-dire Israël. De même qu'il y a 2000 ans, l'exil avait transformé l'hébreu en juif. De même, de notre temps, le juif se retransforme en hébreu en remontant sur la terre d'Israël. Quand nous parlons de situations très compliquées à laquelle nous faisons face aujourd'hui, elle est sensiblement similaire à ce qu'elle a été il y a 2000 ans. Sauf qu'il y a 2000 ans, on partait en exil, on était dans une période transitoire où on partait en exil, donc vous avez plein de mouvements qui existaient, certains qui disaient non mais le Machar il va arriver maintenant, c'est pas, il disait à l'époque en Israël en partant dans différentes provinces en araméen littéraire, we want Machar now, ou alors, eh bien, c'était en mode de dire non, non, c'est fini, c'est foutu, c'est l'exil, le peuple juif va mourir, ou non, mais on va trouver des goïms sympathiques in France, etc., etc. Aujourd'hui, on revient en Israël avec, si je puis dire, les mêmes problématiques et les mêmes esprits perturbés, sauf que nous, comme il a dit, c'est pas l'hébreu qui devient juif, c'est le juif qui redevient hébreu. D'accord? C'est très intéressant ce qu'a dit notamment Manitou, mais pas que, sur le fait que Moi, juif. vous avez des Israéliens qui partent s'installer, ce qu'on appelle les Yurdim, qui partent s'installer en Allemagne, en France, etc., et qui ont beaucoup de mal à s'intégrer avec la communauté juive déjà existante. Et la raison, elle est toute simple. Pourquoi ils ne parlent pas la même langue? Pas la question de l'hébreu. D'abord, ce qui est intéressant, c'est que les Israéliens qui étaient a priori loin de la Torah veulent retrouver un esprit communautaire parce qu'ils se rendent compte qu'en réalité, en étant en dehors, il y a plus grande distinction malheureusement entre eux et un goy. Donc ils veulent malgré tout garder cette distinction. Donc ils vont retrouver un esprit communautaire. Mais pourquoi ils ne parlent pas la même langue? Parce que les Juifs qui habitent en France, ils vivent encore selon le prisme de l'exil du deuxième temple. Alors que les Juifs qui résident en Israël et qui vont s'installer en France, ils vivent selon l'esprit du troisième temple qui est en train de se construire. Donc ils ne parlent pas la même langue, ils ne peuvent pas se rencontrer. D'accord? J'ai pas bien compris ça, ce que tu dis là. Ils n'ont pas la même. Non, parce que les Juifs qui vivent en exil, ce qui est plus un exil, en tout cas les Juifs qui vivent en dehors d'Eretz Israël, eh bien, vivent, on va dire encore, en étant tournés vers le passé, avec l'espoir d'un avenir, ce qu'on appelle
la nostalgie du deuxième temple, alors que ceux qui vivent en Israël et qui parlent d'Israël, eh bien, ils sont en train de vivre le futur au présent. Évidemment qu'ils vont revenir, mais ce n'est pas la problématique. La problématique, c'est qu'il y a une rencontre qui a du mal à se faire. Il faut comprendre pourquoi elle ne se fait pas. Il y a plus de départ que de retour. L'an prochain. Exactement. Mais l'an prochain. Et l'an prochain. Mais l'an prochain. Exactement. Alors que le juif qui est en Israël, il connaît Jérusalem. Vous voyez la problématique qui est soulevée? C'est ça qu'il est en train de nous dire. C'est ça le terme qui est utilisé, le sociopolitique. On n'est pas dans le folklore. On n'est pas dans la nostalgie du passé. On n'est pas en train de dire, comme je disais à l'instant, ah, je me rappelle combien on était heureux à la goulette. Non. Maintenant, pour comprendre ce processus, ouais. D'autant plus que nous, on y était, il n'y a que des pierres. Hein. Tu te rappelles, on croyait que c'était magnifique, la goulette. Ils en sont tous là, ils en sont tous là. D'accord. C'est toi-même qui m'a dit, qu'aux yeux de mes aïeux, de nos aïeux, Tiaret, c'est quand même la plus grande ville d'Algérie du monde. Tu vois, par rapport à Los Angeles, Tiaret, c'est quand même 2 fois plus grand. Voilà, il y a une rue à Tiaret. Mais si ton père te dit que c'est la petite. Attends. Si ton grand-père Attends, mon père me disait un jour, écoutez bien, parce que ça, c'est une expression terrible. Ça. Mon père, un jour, comme ça, le samedi soir, c'était la bouteille d'anisette qui dégringolait avec. Mais un jour, dans sa nostalgie, il me disait. Ça vous parlez pas en même temps. Rabotaille, vous parlez pas en même Mon temps. père, il me disait, Tiaret, tu vois les Champs-Élysées, la rue Ritter à Tiaret, c'est 3 fois les Champs-Élysées. Je dis, bon, il me dit, il y a des fontaines partout. Je dis, ah bon, papa? Et un jour, j'embauche, je cherche des manutentionnaires, et j'embauche un type, Doudoubé, j'arrive de Tiaret. Pour comprendre ce processus et l'influence qu'il aura sur les 3 dimensions de l'existence juive définies auparavant, il faut prendre du recul et faire un flashback sur notre histoire. D'accord? On veut reprendre en réalité aux origines, aux sources, ce qui est une méthodologie très importante. Quand on veut comprendre un problème, on va l'étudier et essayer d'en rechercher son origine, la source. Ce sont les 2 dispersions qui ont décidé de la différence d'identité Ashkenaz, séfarade. Vous voyez à quel point c'est tellement plus d'actualité. C'est qu'il y a 2 grands rabbins d'Israël, mais si on disait parce qu'il y a 2 grandes communautés, ce que je peux accepter, pourquoi il n'y a pas de grands rabbins éthiopiens? Pourquoi il n'y a pas de grands rabbins de Edat Ménaché du nord de l'Inde? Ah oui, très juste. Ah ouais. On a pris une habitude, on a pris cette formule-là, parce que c'est ce qui était plus ou moins considéré. Mais il y a un problème de fond. La destruction, même pourquoi 2 rabbins? Pourquoi pas un seul? Mon beau-père, il rigole avec moi. Il m'a dit pourquoi il y a toujours 2 rabbinim et pas un seul rabbin? Parce qu'on est tous prêts à annuler à la seule condition que le grand rabbin, ce soit selon ma communauté. Voilà. Tu connais la blague sur les bleus? C'est fini. Il n'y a plus de noir, il n'y a plus de blanc. Tout le monde est bleu. Bon, les bleus foncés devant, les bleus clairs derrière. La destruction du premier temple a donné lieu à la diaspora de Babel. Une infime partie des Judéens est revenue avec Ezra et Néhémia fonder le 2e royaume de Yehuda, de Judée. Les communautés de Speer, Mainz, Worms, Speer, Mainz et Worms sont 3 communautés en Allemagne qui ont été particulièrement par la suite meurtries par les croisades. Et comme il m'importe de vous le rappeler justement là, parce qu'on en parle, ce qui est absolument terrible, c'est que le Midrash raconte que Ezra est parti jusqu'en Allemagne pour dire aux Juifs de revenir en Eretz Israël. Et les Juifs en Allemagne ont dit, non, toi tu es à Jérusalem d'en haut, nous d'en bas, machin, etc. Petite Casablanca, petit Berlin, petit machin, on connaît l'histoire. Le fait est, c'est que Ezra les a maudits à ce moment-là. Vous payerez le prix de ne pas être revenu en Eretz Israël. Et il y a un maître qui est cité par le Rav Tertel à l'époque des croisés, qui s'appelle Biur Maor Enaim. Il dit qu'il semble que nous payons le prix de la malédiction de Ezra, et dans ces 3 villes en particulier, parce que nous avons été particulièrement meurtris et massacrés à cause de ne pas être venus en Eretz Israël. refus de venir. Et pourquoi je révoque le Rav Tertel, que j'ai eu l'occasion de rappeler pendant un an? Parce que le Rav Tertel, Emabanim Smecha, dit, il semble que désormais, lui qui était donc en Hongrie, nous payons le prix de la malédiction de Ezra.
On est au moment de la Shoah, n'est-ce pas? Vous comprenez les implications que ça a. D'accord? Non, mais encore une fois, lui le dit. Et moi, je me permets de le répéter. J'ai un sujet, on a parlé de la Shoah, je l'ai évoqué en longueur par rapport à ces problématiques-là. Et vous comprenez ce qu'il est en train de nous dire. Et c'est terrible. Il ne faut jamais oublier que l'autre abruti, il est monté au pouvoir en 1924. Que ça a fallu 10 ans pour qu'il arrive au pouvoir. Et que pendant ces 10 ans, c'est à la fois court et long, 10 ans. On a le temps de voir venir pendant 10 ans. Et il n'a pas caché, il ne s'est pas voilé la face, il a fait des manifestations. Il y a les SA qui ont été tués, la nuit des longs couteaux. Donc il s'est passé des choses pendant 10 ans. Et pendant ces 10 ans, on ne bouge pas. Je parle d'Hitler. Hein. Il arrive au pouvoir en 1933, donc 10 ans après quasiment. Les lois de Nuremberg, elles ne sont pas encore là. Kristallnacht, la nuit de cristal, elle n'est pas encore arrivée. On est en 1938. Wannsee, il faut toujours avoir en tête la proposition de la solution finale, n'est-ce pas? Elle n'est pas encore votée. Qu'est-ce qui se passe depuis 24 jusqu'à 41? On ne bouge pas. On ne va pas dire pourquoi Dieu, tu nous as fait autant souffrir. Non. Pourquoi j'ai du caca dans les yeux? Pourquoi je ne comprends pas qu'il m'importe de rentrer à la maison? Pourquoi je ne comprends pas? Mais il n'y avait pas un leader à ce moment-là? Il était là depuis 24. Oui, mais il n'y avait pas un leader. Allemand, tu parles? Juif. Évidemment. Euh, Balfour, Ah oui. on est en 17. Ah, oui. Qui c'est les deux grands féroces qui se sont opposés à Balfour? C'est Montagu et Montefiore. C'est-à-dire deux juifs. Non, pas lui, justement. Son petit-neveu. Ah bon? Que Dieu préserve. Moshe Montefiore, il était profondément engagé dans le retour d'Israël. Le Chamber of the Lord. Le Rav Kook est coincé en Angleterre. Il a diffusé des papiers, des pamphlets dans toutes les rues d'Angleterre parce que ceux qui sont été les plus virulents, les opposants les plus virulents à Balfour ont été la communauté juive d'Angleterre. En disant, on est une religion, nous n'avons aucune aspiration à nous retrouver en tant que nation, parce qu'à cause de vous, vous allez fomenter, vous allez encourager l'antisémitisme. On est en 1917. On est en pleine guerre 14-18. Le peuple va dire le rabbin de Paris, le rabbin Isidore Cohen, le peuple juif est mort quand Herzl vient lui demander un soutien. Il ne va rester que son souffle. Encore une fois, on n'a pas compris à Pourim. Et entre parenthèses, vous savez que historiquement parlant, il y a eu énormément de Pourimim. Il y a eu un Pourim de Saragosse, il y a eu un Pourim d'Oran, il y a eu énormément de Pourim. Le seul qui reste dans l'histoire à long terme, c'est Pourim qu'on connaît. Mais ça veut dire, on n'a pas compris à Pourim. Mordechai, il est descendu, je vous rappelle, pour dire aux Juifs, il faut revenir, on est en train de construire le deuxième temple. Non, 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 non. On est bien ici. Non seulement on est bien, mais quand Mordechai, je vous rappelle, eh bien, il ne veut pas se prosterner devant qui que ce soit. Oh, mais t'es un extrémiste. Oh, mais t'es un fanatique. Tu vas nous créer des problèmes. L'oncle de Esther. Non, c'est le cousin. Bon, et en plus, il semble qu'il soit marié avec elle. Ah bon? Peu importe. Mais le fait est, c'est pas caché. Ah, je crois que c'était son oncle. D'accord? Encore une fois, c'est pas l'histoire, elle se répète. Si vous ne voulez pas comprendre, vous allez comprendre. Mais nous, on avance. Mais c'est pour ça que je dis, il y a deux solutions. Ou alors, je reste les bras croisés chez moi et je m'excite tout seul de dire, mais c'est là, c'est devant mes yeux. Ou alors, on dit, bah, on retrousse les manches et on y va. C'est aussi simple que ça. Et ma grande thèse, c'est ça. C'est dire que peut-être que je fais ne sert absolument à rien, mais au moins, après 120 ans, je pourrais dire à Kadosh Baruch Hu, écoute, je ne suis pas resté les bras croisés. Moi, j'ai fait. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Mais l'objectif, il est le même. L'objectif, il doit être là. Et comme malheureusement, on véhicule, vous allez voir dans quelques minutes, comme on véhicule des messages qui persistent, qui sont rémanents, qui continuent à exister comme ça, à subsister, alors qu'on devrait s'en libérer, s'en séparer totalement et qu'on n'y arrive pas, ou qu'on ne veut pas surtout,
automatiquement, bah, ceux qui vont parler autrement, ceux qui font bouger, ceux qui engagent, automatiquement, ils dérangent. Donc, on ne veut pas les écouter. Dérange. Je veux aller à un cours de Torah qui me fait du bien. Un cours de Torah où c'est sympathique. J'ai passé un bon moment. Voilà. Mais moi, je ne sais pas le faire. Je ne sais pas le faire. Vraiment, je ne sais pas. Ce sont les deux dispersions, on a compris. Maintenant, les Peut-être qu'on communautés. on n'aime pas changer nos habitudes. Bah oui, mais il faudrait peut-être, parce qu'on voit qu'est-ce qu'elle nous a amené. On voit ce qu'elle nous a amené. Les communautés, on a dit en Allemagne en particulier, C'est ayant bizarre. connu, les communautés donc d'Allemagne en particulier, ayant connu l'avènement de Shivat Sion, on parlait de Ezra, à cette époque, et l'ayant refusé, sont à l'origine du judaïsme ashkénaze installé en territoire germanique. Logoratia, le pape. Dans le même temps, se créent les communautés yéménites, une partie de celle d'Afrique du Nord, celle de Djerba, par exemple, étant connue pour avoir été constituée par les exilés du premier temple. Pareil, ouais. Ça veut dire que, encore une fois, cette nostalgie, ce sont des gens, qu'on comprenne bien, qui, quand Ezra et Néhémia, des prophètes, des illustres personnages, ont dit il faut revenir. Combien sont venus? 42 000 personnes. C'est tout. Dont une grande partie d'entre eux étaient mariés avec des goyotes. Ben, on dit que c'était des Cohen pourtant. Pas Israël et Néhémia, que Dieu préserve. Je parle de ceux qui sont revenus, papa. Ouais. La majorité des Néhémia étaient Cohen. Peu importe. Mais la majorité, malheureusement, ne sont pas revenus. Il y avait plus, je répète, il y avait plus de Juifs en dehors d'Israël qu'en Israël, à ce moment-là. Le second exil, celui d'Édom-Rome, sera constitué en grande partie par les judaïcités dites séfarades. Parallèlement, se dessine un second schéma, celui de la division de l'ancien monde en deux grands ensembles, plus ou moins autarciques, l'empire de la chrétienté au nord de la Méditerranée et la terre d'islam au sud. D'accord? C'est assez clair, c'est des choses qu'on connaît plus ou moins historiquement parlant dans ce qui va se tourner en histoire. Et ce qui veut dire aussi qu'il y a eu des us et des coutumes qui vont se greffer dans le monde séfarade, qui vont se distinguer du monde ashkénaze, et malgré tout, nos rabbinim ont réussi à se parler et à s'envoyer des missives, à se construire. Il ne faut pas oublier, par exemple, que... Non, bien avant la Shoah. Non, ouais. Ah, voilà. Exactement. Par exemple, vous avez le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, il a été compilé par un maître qui venait de Constantinople, Maran Bet Yosef, qui va arriver en Eretz Israël, et qui va écrire le Shulchan Aruch, qui va avoir une autorité pour les Sfaradim, mais qui va avoir une telle influence, une telle implication, que le Rav Moshe Isserlich, dans le monde ashkénaze, il va le prendre et l'annoter selon les us et les coutumes ashkénazes, d'Allemagne. Donc il y a une rencontre, mais on voit deux mondes, clairement, qui se mettent en valeur. Or, tous les Juifs, du premier ou du second exil, qui se situaient dans l'Empire romain, dans l'Empire chrétien, pardon, Ouais. ont finalement été marqués, c'est intéressant le lapsus, ont été finalement marqués par l'empreinte la plus influente, la plus originelle, l'ashkénaze, mot hébreu par lequel les Juifs ont désigné l'ère culturelle germanique dans laquelle ils étaient arrivés. Je me permets d'attirer votre attention dans le monde très contemporain d'il y a près de 80 ans. Les Juifs séfarades qui sont arrivés d'Afrique du Nord en France ont épousé une certaine manière d'être juif, qui n'est pas la même des Sfaradim qui sont venus s'installer directement en Eretz Israël. Ah, Ah ouais. non, je pas entendu. On Pour était quelle marqués raison? par la civilisation française. Ah, par exemple, On a les- le fait que... Il y a un exemple très concret qui est bien connu. Il faut bien séparer cela parce que sinon, si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas les choses. Dans le monde occidental, comment est-ce que je considère que quelqu'un a réussi sa vie? Réponse, il a énormément de diplômes. C'est un docteur. D'accord? Donc, il a réussi sa vie. Est-ce que c'est un homme qui est éloquent, qui sait parler, bref, qui fait beaucoup de vent. D'accord? Dans le monde arabe, qu'est-ce qu'on appelle avoir réussi sa vie? Un, être le père de Abu Makhalawed, Abu qui crève, c'est ça? Et deuxième chose,
d'avoir un lopin de terre. Nous avons un rapport à la terre dans le monde sémite de manière générale qui est totalement différent du monde occidental. Maintenant, quand quelqu'un, comme j'ai coutume de l'expliquer, qui est influencé par la culture occidentale, va essayer de parler avec Mahmoud, automatiquement, s'il ne connaît pas la culture de Mahmoud, il se casse les dents. Et ça veut dire que, par exemple, je pense qu'on en a déjà dit, je ne vous l'ai pas dit, mais on a déjà parlé, je suis monté sur le mont du Temple. La nuit précédente de Hoshana Rabbah, sur la Rabbaït, mon épouse était avec mes filles et sont allées à Shrem, sur le tombeau de Yosef. Pendant la semaine de Chol HaMoed, nous étions à Hebron. Et il y a une même question qui se pose sur ces trois endroits essentiels. Jusqu'à quand on va les laisser impunément mépriser nos aïeux? C'est-à-dire, jusqu'à quand on va leur demander l'autorisation d'aller sur la tombe de Yitzhak et de Rivka? Jusqu'à quand on va leur demander la permission pour pouvoir prendre le loulav et commencer à le bouger? Jusqu'à quand on va devoir rentrer sur le tombeau de Yosef à Shrem comme des voleurs en pleine nuit avec un bus sécurisé? C'est exactement la problématique. Qu'est-ce qu'entend l'arabe en face? Ce n'est pas chez vous. Ou alors c'est chez vous, mais pourquoi? Pour des raisons spirituelles, pour des raisons religieuses. Donc vous parlez comme un Occident. Sauf qu'on n'est pas un occidental. Ils me disent pas Shrem, ils disent la pelouse, leur pelouse. Ils en foutent ce qu'ils disent. Ouais. Le fait est, c'est que, encore une fois, Encore. il y a un rapport spirituel qui ne comprend pas que d'abord et avant tout, c'est un rapport, encore une fois, à la terre, à la nation. Quand vous parlez avec Mahmoud et que vous lui dites « je suis chez moi », eh bien, il comprend autrement. Il comprend comme il devrait comprendre. D'accord? C'est un vrai problème. Il y a une histoire qui est bien connue. C'est l'histoire du Raman de Eliyahu à Hebron, qui est extraordinaire. L'arabe fait une remarque désobligeante en disant que, je vous rappelle à l'anecdote, que les soldats, on est après la libération de Hebron, et puis il y a les soldats qui rentrent un peu n'importe comment, un peu débraillés, alors que nous, on est quand même très respectueux, on se lave les mains, les pieds, même ça, ils racontent des bobards et ils faisaient paître leurs troupeaux sur le caveau des patriarches. Quand est-ce qu'ils se sont réveillés sur l'importance de Hebron? C'est quand nous, on a commencé à s'y installer de nouveau. Encore une fois, c'est ça aussi. Bon. Le fait est, c'est que ils disent, nous, on est très respectueux parce qu'on se lave les mains et les pieds. À ce moment-là, le chef d'état-major, dont je tairai le nom évidemment, puisque nous sommes dans le mois de Cheshvan, pas dire du mal d'Israël Rabin, dit, parce que c'est son festival, c'est le mois du festival Rabin, Arshav, il dit, il est très mal à l'aise. Et le Raman de Eliyahu répond la chose suivante. Quand un père n'a pas vu ses enfants pendant 2000 ans, eh bien, ils arrivent totalement débraillés. Le père est extrêmement content de les revoir. Peu importe comment ils sont sales, ils sont propres, il est content de revoir ses enfants. Mais quand quand le serviteur, le fils de la servante veut trouver grâce aux yeux du roi, alors il est obligé de s'habiller de manière très cohérente et très propre pour pouvoir trouver grâce aux yeux du roi. Et il ajoute, évidemment, tu comprends, tu es le fils de la servante. À ce moment-là, eh bien, ce chef d'état-major, dont je tairai le nom pour pas dire du Yitzhak Rabin, il dit peut-être, Vodara, vous avez un petit peu exagéré, quoi, ça, c'est un peu un problème. Et il répond la chose suivante. On s'est tellement cru chez nous quand on n'était pas chez nous, qu'on a oublié qu'on n'était pas invité quand on est chez nous. Et la réponse de l'arabe par la suite a été qu'il a été demandé pardon au Raman de Eliyahu Zecher Tzaddik Livracha. Il s'est excusé parce que le Rav lui a parlé exactement comme il fallait lui parler. Et ça, encore une fois, la réhébraïsation du peuple juif, c'est reprendre nos marques, de reprendre notre origine de Haïver, notre origine hébraïque qui nous fait remonter jusqu'à Abraham. Faut le saisir. Donc reprendre tout Israël. Non, mais ça c'est évident, mais c'est pas que ça. C'est pas reprendre dans une vertu, encore une fois, nationaliste. C'est reprendre en saisissant ce pourquoi nous sommes justement revenus à la maison. Pour être nous-mêmes. Peu importe, quel que soit le temps que ça prend. Ce n'est pas la question de savoir si on va conquérir 1 centimètre de plus à Gaza ou non. Ce n'est pas ça le fond du problème. Parce qu'on va le faire. Et pour des mauvaises raisons. Ils se sont mal comportés, donc il faut absolument qu'on installe l'armée à Gaza.
Et c'est pas ça, c'est pas pour ça qu'on veut conquérir Gaza. Il est impératif, encore une fois, toujours d'avoir en tête que on mange beaucoup mieux avec 2 bras et 2 mains qu'avec un seul bras. Ben, si on ne comprend pas qu'en réalité, toucher 1 centimètre de Gaza, c'est m'enlever un doigt, enlever Gaza, c'est m'enlever un bras, etc., c'est qu'on n'a pas compris encore c'est quoi Eretz Israël. Et c'est quoi, encore une fois, la valeur du peuple hébreu. Au contraire, on est en mode, non, je suis Ashkenaz, je suis séfarade. Oui, mais bon, ces idées-là, eh bien, vous avez tout. Mais il faut que les hommes politiques aient ces idées-là. Donc, il faut être C'est notre. politique. Donc, non. Non. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'est-ce que moi je fais? Je prépare des électeurs. Mais il faut le chef. Il faut le chef. Chacun a son rôle. Oui, chacun. Moi, je prépare, j'ai la modeste conviction de dire, c'est que j'ai reçu de mes maîtres, je prépare des électeurs. Parce que ce qui est important, c'est de voter pour la bonne personne. Qui est la bonne personne? J'en sais rien. Pour le moment, j'en sais rien. Mais parce qu'encore une fois, malheureusement, nous n'avons pas de personne pour l'instant à notre tête qui est capable d'assurer cette demande-là. Mais on aura le dirigeant qu'on mérite au moment, on a le dirigeant qu'on mérite, et on aura le dirigeant qu'on devrait mériter au moment où nous évoquerons cette demande. Moi, je veux très belle vire. C'est-à-dire, et encore une fois, on veut quelqu'un de bien pour le peuple entier. D'accord? Et n'oubliez pas, bien évidemment, que j'ai rencontré plusieurs fois M. Itamar Ben-Gvir, pour qui, évidemment, j'ai une profonde affection. Je monte avec lui sur le mont du Temple, mais est-ce que j'ai pour le moment la conviction qu'il est en mesure d'être le Premier ministre de l'État d'Israël? La réponse est non. Ah bon? Encore une fois, nous parlons d'un consensus. Je ne veux pas exclure aucun membre du peuple juif. Il faut comprendre dans cette complexité. C'est difficile de penser complexe, on a du mal. C'est ou blanc ou noir. Non, il faut comprendre la complexité de notre peuple de retour sur sa terre. C'est trop virulent pour toi? C'est pas une question de virulence. C'est une question de ne pas que ce soit partisan. Il faut pas que ce soit un et pas l'autre. Exactement. Je vous ai dit, on veut les 3 pôles. National, spirituel, universel. C'est ça le bon parti. National, il est. Spirituel, il est. D'accord. C'est pourquoi les judaïcités, aussi différentes que l'allemande, la polonaise ou la russe, sont de type dit ashkénaze. J'attire votre attention, ça c'est quelque chose, excusez-moi d'être un peu orgueilleux, c'est un truc que seuls des gens comme moi, comme Manitou, et comme moi, notamment parmi cette table, sont en mesure de comprendre. Ah non, pardon, il y a Mika aussi. Sont en mesure de comprendre cela. Pourquoi? Parce que pour un juif séfarade, d'accord? Un juif ashkénaze, c'est la même chose. J'ai envie de dire, vous ne voyez pas la différence entre un Vietnamien, enfin vous, moi non plus, alors pour le coup, vous ne voyez pas la différence entre un Vietnamien, un Chinois et un Japonais. D'accord? Ils ont C'est tous tous les des yeux humanité. cernés. D'accord? Non, non, c'est Bien. vrai. Non, Physiquement, mais on peut pas je la rigole, mais c'est ça. Ou un Coréen. Quand vous parlez d'un juif ashkénaze, c'est un blanc. D'accord? Un blanc, froid, ou ce que vous voulez, tous les clichés que vous voulez. Avec des yeux bleus. Sauf que pour les juifs ashkénazes, eh bien, le polonais, l'allemand et le russe, ou l'ukrainien et lituanien, c'est pas la même chose du tout. Entre eux. Comme le Marocain. C'est vrai. Exactement. On n'est pas entre eux. Mais de la même manière que pour nos frères ashkénazes. Non, ils sont. Ah non, En non. général, c'est pas la même chose. Tu peux demander à ton mari de Malek. De la même manière que vous demandez à un juif ashkénaze, un Algérien, Marocain, Tunisien, Irakien, c'est tous des Arabes. D'accord? Soit, exactement. Alors que c'est ça qu'on veut dire. Pour nous, c'est tous des Ashkénazes, mais il aurait été des nuances, et des nuances culturelles. Et sachez-le, le yiddish hongrois n'est pas le même que le yiddish allemand. C'est vrai? D'accord? C'est même pas le même accent. C'est pas le même accent, exactement. Alors, il y a des choses on peut retrouver Oui. parfois nuancées entre Mais good c'est pas et git. c'est même. Mais il y a des choses qui ne sont pas le même accent. D'accord? C'est pareil. D'accord. Oui, mais encore une fois, en tant que Sfaradim, on le voit. Mais quand on regarde, encore une fois, face à nous, le miroir ashkénaze, on ne sait pas repérer que le tchoulent n'est pas préparé de la même manière. Il y a au moins un truc en commun. Le tchoulent, c'est la dafina. Il y a au moins un truc en commun, c'est qu'ils mettent pas d'épices. Voilà.
Et c'est là qu'on veut dire, la polonaise, russe, machin, de même, dans le Dar es Salaam, toutes les communautés, quelles que soient leurs origines, ont reçu l'influence de la communauté séfarade dominante dans le monde islamique. L'identité séfarade, mot hébreu désignant l'ère culturelle espagnole, s'est constituée dans la symbiose judéo-musulmane, et ce n'est qu'après la reconquête par le royaume chrétien de l'Andalousie et du reste de l'Espagne que cela a été traduit en espagnol. Donc, je termine juste sur un point, et après on reprendra, tant pis, la prochaine fois, parce qu'on n'a pas le temps de finir, mais il faut quand même que, voilà. Une anecdote qui m'a toujours beaucoup fait rire. Ma prof d'espagnol, je me rappelle au lycée, elle m'a dit une fois que les Juifs n'ont jamais été massacrés en Espagne, mais simplement l'Espagne, elle a commencé par Isabelle la pourriture, bon, le mari était juif, je vous rappelle quand même, eh bien, elle a simplement proposé, j'aime bien le proposer, pour unifier le royaume d'Espagne à ce qu'ils se convertissent à la chrétienté ou partir. Mais jamais, au grand jamais, il y a eu des massacres. Alors, évidemment, quand une prof, donc quelqu'un d'intellectuel et d'intelligent, dit une énormité pareille, ça interroge. Surtout avec, encore une fois, un petit peu orgueilleux, avec la culture que j'ai acquis depuis aujourd'hui. Quand vous lisez Montaigne, quand vous lisez Rabbi Yitzhak Abravanel, Montaigne à Bordeaux, ses profs étaient des expulsés d'Espagne. Et il raconte la souffrance terrible qui a été celle de nos aïeux en Espagne au moment de l'Inquisition. Donc, voyez comment est-ce qu'on est capable, une prof goy d'origine espagnole, machin et tout, comment est-ce qu'on est capable de transformer l'histoire. En cause. Un ennemi. D'accord? Et Torquemada, il paraît qu'il était même D'origine juive. d'origine juive, Torquemada. Mais la majorité des gens qui ont été profondément cruels de premier abord, de premier degré à l'égard des Juifs, malheureusement, étaient d'origine juive. Et pourquoi? Parce qu'il était impératif de montrer leur fidélité au pouvoir en puissance. Kadhafi, pareil. D'accord? Et les manger un peu, les enfants. Adkan, c'est clair? Encore une fois, on continue. On va finir la prochaine fois. Mais que vous soyez conscients de cette problématique qui est soulevée ici. La réhébraïsation, ça ne veut pas dire annihiler les us et coutumes que j'ai pu apprendre à travers 2000 ans d'exil, mais c'est de savoir quelle place je leur donne, avec un seul objectif, redevenir hébreu. D'accord? Il y a une phrase, je vais terminer avec cela. Il y a une expression qui me fait sur la voix beaucoup rire. On m'a demandé une fois, est-ce que je serais favorable à ce que mes enfants épousent des Noirs? Alors j'ai dit des Noirs, non. Et des Juifs d'Éthiopie, oui. Pourquoi? Parce que les Juifs d'Éthiopie, ils ne sont pas noirs, ils sont juifs. Ils sont C'est mulards. exactement la nuance. Et ils Ça sont veut beaux. dire que quand je vois mon frère, n'est-ce pas, je vois justement un juif. Quand il y a eu une anecdote, je vous prends encore un peu de temps, mais quand il y a une anecdote que je raconte souvent, j'étais agent d'accueil dans le train, et il y a un soldat on voit un soldat qu'il n'a pas vu, un copain à lui qu'il n'a pas vu depuis longtemps, qu'est-ce qu'il lui dit? Waouh, Archélie, machin, il se prend dans les bras, etc. Et puis il a un problème avec son application du téléphone. Alors il vient me voir, agent d'accueil, que je lui ouvre le portail, Zazou. Je suis prêt à t'ouvrir si tu me fais la même embrassade que tu as fait à ton copain il y a 2 secondes. Il est sorti, Bo Archélie. Voilà. C'est pas à Rochechouart que j'aurais fait un truc pareil. D'accord? Il a fait. C'est exactement cette problématique-là. Et dans la même mesure, une fois, il y avait un contrôleur arabe il y avait un problème avec ma carte, je ne sais pas quoi. Et je lui dis, vérifie, tu as un problème. Tov, Archélie, Archi, je vais d'abord, tu te calmes, on n'est pas frères. T'es raciste. Je fais oui, mais t'es pas mon frère. Donc je t'aime pas, donc tu ne m'appelles pas mon frère. Quand c'est un arabe, c'est pas mon frère. Quand c'est un juif, jaune, vert, bleu, jaune, Streimel, Kippa, ce que vous voulez, c'est mon frère. C'est une première prise de conscience de cette réhébraïsation. Oui, tu cherches des problèmes, là. Attends. Ah Je oui. cherche pas des problèmes, c'est lui qui cherche des problèmes. Mélenchon, il dirait Il que m'a c'est appelé mon raciste. frère. Il m'a appelé mon frère. Il a voulu faire plaisir. Mais il ne veut pas plaisir, c'est pas mon frère, c'est un arabe. Que l'arabe, il soit